Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast et de la vidéo du Barbu qui parle RH. Et aujourd'hui, on va parler d'une méthode de recrutement qui est encore très peu utilisée par les recruteurs en général. On va parler de la télévision et notamment d'un concept qui est apparu il n'y a pas si longtemps que ça, du concept de télésegmenté. Et pour ça, j'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui le directeur commercial du numérique chez France Télévisions. J'ai nommé Vincent Salini. Salut Vincent, comment ça va ? Bonjour Nicolas, bonjour le barbu qui parle RH. Tu vas bien ? Très bien, très bien. Alors pour ceux qui, ils savent pas forcément, mais on se connaît depuis très longtemps. On a joué ensemble au rugby il y a de ça quelques dizaines d'années. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de t'avoir pour ce sujet. Et si dans un premier temps déjà tu peux te présenter pour nous expliquer qui tu es et pourquoi tu es la personne adéquate, idoine, dirons-nous, pour parler du sujet. Alors déjà, ouais, en effet, donc j'ai eu l'honneur de côtoyer en effet les terrains de rugby à tes côtés il y a plus d'une dizaine d'années. Et donc je vais me présenter rapidement. Donc en effet, je suis Vincent Salini, je dirige les activités commerciales sur le numérique de France Télévisions Publicité. Donc en charge de la monétisation de toutes les audiences numériques du groupe France Télévisions et d'autres éditeurs qu'on a le loisir d'accompagner comme Brut, Météo France, etc. Et dans le cadre de l'évolution des usages, etc., il y a un nouveau segment, un nouveau levier de monétisation, c'est en effet la télé segmentée. Mais alors, déjà, est-ce que tu peux nous expliquer aussi un petit peu plus ton parcours ? Qu'est-ce qui t'a amené à France Télé et comment t'en es arrivé là ? Alors mon parcours, donc ça fait un peu plus de 4 ans désormais que je travaille chez France Télévisions Publicité. Et avant France Télévisions, j'ai travaillé dans d'autres groupes médias. Donc je le fais par ordre chronologique. Le Monde, où je m'occupais sensiblement de la même chose, des activités digitales et ce qu'on qualifie dans notre milieu d'opérations spéciales, tout ce qui est dispositif sur mesure pour des annonceurs. Également le groupe Canal+, où je suis resté durant 7 ans. Et puis pareil, donc j'ai à la fois dirigé l'activité digitale, mais également des activités liées au parrainage télé, aux opérations toujours spéciales, groupe L'Équipe, Libération. Donc voilà, un parcours d'une vingtaine d'années au sein des différents groupes médias, en charge toujours de la valorisation des audiences de ces groupes, et notamment numériques, à destination du marché publicitaire. Et donc, du coup, aujourd'hui, tu bosses chez France Télé. Et ce qui est de super intéressant et qui va nous animer aujourd'hui, c'est que tu as vu la naissance d'un nouveau concept, d'un nouveau produit, qui est la télé segmentée. Alors, avant d'expliquer pourquoi c'est intéressant, qu'est-ce qu'il en est, et de développer tout ce sujet et pourquoi on va parler de télé segmentée pour les RH, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots comment c'est arrivé, comment c'est venu, d'où c'est venu aussi, parce qu'en France, on n'est pas les premiers, et qu'est-ce que c'est que la télé segmentée ? Exactement. En fait, la télé segmentée, c'était pas possible il y a encore quelques mois, quelques années. Ça l'a rendu possible depuis un décret d'août 2020 qui rend désormais la possibilité de faire de la publicité segmentée. Alors qu'est-ce que c'est ? Concrètement, jusqu'à ce décret, on avait l'obligation, les groupes audiovisuels avaient l'obligation d'adresser la même publicité à l'échelle nationale sur l'ensemble des foyers français. Il y avait une exception qui est les éditions régionales, France 3 Régions par exemple, où on avait la possibilité d'avoir une publicité qui soit dédiée à telle ou telle zone régionale. Donc désormais, depuis ce décret, ça rend possible le fait d'avoir une publicité qui diffère d'un foyer à l'autre. Donc un exemple, Nicolas Pazetti, basé à Bordeaux, sera exposé à une publicité qui sera différente de Vincent Salini, basé à Paris, ou voire même de son voisin de palier. Pourquoi ? Grâce à toute la data opérateur, puisque la particularité notamment du marché français, c'est une grande partie de l'audience est distribuée, l'audience linéaire télé est distribuée depuis les box opérateurs. Et donc là aujourd'hui, on a 3 des 4 opérateurs, Orange, SFR et Bouygues Télécom, avec lesquels nous avons des partenariats. Et techniquement, on a la possibilité d'adresser une publicité différente en fonction de la qualification du foyer, de la zone géographique, des usages télé, etc. Donc ça, c'est nouvellement possible. C'est un marché qui est naissant en France, mais tu faisais référence à l'international. Par exemple, au UK, ça fait plus d'une dizaine d'années qu'au UK, on a la possibilité de faire de la publicité segmentée. Un acteur comme Sky a été pionnier, notamment au UK. Ok, donc on voit qu'on a possibilité de toucher des personnes différentes, mais concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un spot, ce que c'est qu'un écran publicitaire, pour que les gens puissent visualiser réellement ce qu'il en est et comment en fait on va pouvoir visualiser justement ce concept de télésegmenté ? Donc vous avez, j'imagine, tous regardé des programmes de télévision. Quand on regarde un programme de télévision, il y a ce qu'on appelle donc des écrans publicitaires. Un écran publicitaire, il est composé, il a une durée, et il est composé de différents spots publicitaires de différentes marques.
on a de l'eau cristalline ici, un annonceur Renault, que sais-je. Grâce à la publicité segmentée, on va pouvoir substituer l'un des spots de cet écran, l'un ou plusieurs de ces spots, le remplacer par un spot qui va être dédié à la publicité segmentée. Donc en d'autres termes, je prends un annonceur, par exemple, je vais prendre un annonceur comme Renault qui aurait des velléités de communiquer que sur une zone géographique ou que sur un usage télé, etc. Par exemple, qui souhaiterait s'adresser que sur la zone Île-de-France ou alors que sur un usage télé qui serait par exemple les fans de Roland Garros, par exemple. Eh ben, on diffusera la publicité que sur ce segment d'audience-là. Et par ailleurs, les autres téléspectateurs seront exposés à une autre publicité. Donc vraiment, concrètement, ça veut dire que en fonction de la qualification du foyer, de l'objectif de la marque, on aura potentiellement une publicité, c'est vraiment la nouveauté, qui sera différente que son voisin de palier. Ça, c'était jusqu'à maintenant impossible de le faire. C'est hyper intéressant parce qu'en fait, on s'aperçoit que la télé, qui au départ est un mass média, c'est vraiment le mass média par excellence. Moi, je voyais les audiences, alors je pense que tu les connais mieux que moi, mais c'est le seul média qui peut rassembler en même temps 20 millions de personnes devant une émission, que ce soit un match de foot ou que ce soit une intervention du président ou autre. Là, on parle des plus grosses audiences, mais c'est le seul média en fait qui peut réunir autant de personnes en même temps. Donc, d'un mass média, on peut en faire quelque chose qui peut aussi être segmenté comme peut l'être le digital aujourd'hui, et c'est vraiment une évolution que moi je trouve absolument, enfin je trouve ça génial, hein, parce que clairement c'est un outil de communication qui est top en termes de produits, de visuels, de ce que tu peux fournir comme contenu. Donc c'est un outil qui est vraiment top à ce niveau-là et qui aujourd'hui peut être utilisé comme un outil digital pur, quoi, en fait. C'est exactement ça, c'est-à-dire que la télé, la puissance instantanée de la télé, quand bien même il y a eu l'évolution des usages, la naissance de nouveaux acteurs, bien évidemment toutes les plateformes sociales, pour l'instant, la puissance instantanée du média télé est inégalée. En revanche, il nous manquait en effet cette granularité de ciblage du digital. Et la télé segmentée, c'est entre guillemets le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire le meilleur du monde de la télé, cette puissance, mais au-delà de la puissance, c'est la qualité du contenu. Je rappelle que tous les produits sont produits, scénarisés, etc. Et font d'ailleurs l'objet d'un contrôle de la part de l'Arcom, etc. Ce qui n'est pas le cas des plateformes sociales. Donc on a ce qu'on qualifie un contexte brand safe, avec un contenu de qualité, une puissance, une force de frappe, et désormais la granularité de ciblage qu'on retrouve sur le digital, le fait de pouvoir toucher vraiment la cible visée et éviter une éventuelle déperdition d'audience. Donc en fait, quand on dit le meilleur des deux mondes, ça ne veut pas dire que la télé segmentée, enfin du moins c'est notre croyance, ça ne veut pas dire que la télé segmentée va remplacer la publicité classique sur le linéaire, parce que cette force de frappe, la capacité pour une marque, tu faisais référence, alors c'est pas toujours le cas, ces audiences exceptionnelles, mais on a très régulièrement des écrans qui peuvent réunir 3, 4, 5, 6 millions de téléspectateurs, donc on aura toujours besoin du média télé pour adresser un message puissant, fort sur une cible large, mais également en complémentarité, cette capacité là pour le coup d'avoir un ciblage plus fin et en capitalisant tout ce qui fait la force du média télé. Et puis d'autre part, pour revenir sur quelques KPI vraiment publicitaires, c'est le plus grand écran, c'est-à-dire c'est 10 fois la taille d'un smartphone. C'est une publicité qui est en plein écran, donc qui est visible. C'est une publicité dont le son est on par défaut, on écoute, etc. Donc il y a un impact mémoriel qui est extrêmement fort et bien plus important que ceux qu'on peut avoir sur des écrans mobiles et dans un flux, etc., noyés dans des contenus UGC, etc. Oui, parce que comme tu disais, en plus du contenu de qualité, parce que pour ceux qui ne le savent pas, si jamais on veut passer à la télé, on doit franchir le pas de la RPP, qui doit absolument valider l'ensemble des contenus, ce qui n'est absolument pas le cas sur le digital. C'est-à-dire que sur le digital, on fait vraiment ce qu'on veut, on diffuse ce qu'on veut, quand on veut, dans les limites du raisonnable bien sûr, mais là pour le coup c'est du contenu qui doit être qualitativement travaillé et qui doit respecter tout un tas de normes. Moi je me suis penché sur le sujet, le dossier de la RPP c'est un truc monstrueux, mais en fait, ils sont là pour nous accompagner aussi, et donc du coup ça nous permet de faire ce contenu de qualité, c'est ça aussi qui est intéressant. Exactement, c'est-à-dire qu'il y a une exigence du média télé, et ce qui est compréhensible, on ne pourrait pas tolérer d'avoir une publicité ou, j'en sais rien, publicité du secteur automobile, il y a quelqu'un qui conduit sans ceinture de sécurité. Donc voilà, il y a tout un tas de normes et ce marché, il est normalisé. En effet, il y a ce garde-fou qui est la RPP qui, en effet,
valide, cautionne les copies créatives. Donc ça, ce garde-fou, il existe sur le média télé, il n'existe pas en effet sur toutes les autres plateformes. Alors il existe pour la consommation catch-up, parce qu'on est qualifié de service média audiovisuel à la demande, donc on est assujetti, quand on est une plateforme comme France.tv, assujetti à cette même réglementation. En revanche, n'existe pas ces mêmes réglementations sur une plateforme comme YouTube ou Facebook. On peut avoir des publicités qui seraient impossibles de diffuser sur le média télé. Donc on voit bien le potentiel que ça peut donner et le potentiel que ça apporte, donc ça c'est hyper intéressant. Et alors le sujet qui nous intéresse réellement aujourd'hui, c'est comment ce média-là, cet outil-là en fait pourrait servir au RH. Donc moi j'ai plein d'idées, on va y aller étape par étape, mais surtout ce qui est d'intéressant, c'est que les RH, on s'en aperçoit depuis quelques temps en fait, récupèrent l'ensemble des outils marketing qui existent pour les adapter aux problématiques de recrutement, de fidélisation des salariés, d'attractivité, de séduction. Les RH récupèrent tous les outils marketing qui existent. Ça, c'est un nouvel outil marketing qui vient d'arriver sur le marché, parce que tu l'as dit, août 2020, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, hein, c'était il y a un peu plus de 2 ans, 2 ans et demi. Donc du coup, il y a un nouvel outil qui vient d'arriver sur le marché. Moi, je pense que c'est vraiment le moment pour les RH de prendre la main et de ne pas attendre les 10 prochaines années ou les 15 prochaines années que cet outil se démocratise complètement et tout, et que tout le monde sache l'utiliser. C'est maintenant qu'il faut s'en servir pour pouvoir justement proposer quelque chose. Et donc, avant de parler vraiment de l'intérêt que ça peut avoir, je vais déjà te poser une question. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu as déjà des clients RH sur le sujet? Et si oui, quel type de campagne ils vont faire? Alors, pour être tout à fait sincère et honnête, on n'a pas aujourd'hui, au moment où on se parle, de clients. En revanche, on a un certain nombre d'interrogations, et donc d'ailleurs, je fais un petit teasing, on est en train de travailler sur une offre commerciale dont nom de code et on recrute, qui devrait être dévoilée dans plusieurs semaines. Pourquoi ? C'est ce que tu dis. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, alors, le décret a eu lieu en août 2020. Techniquement, la première campagne de télé segmentée en France, elle a été diffusée sur nos chaînes France Télévisions en octobre 2020. 2021, il y a eu l'élargissement sur les box Orange, l'élargissement à différentes box, etc. Je dirais que la vraie année, le temps 1, c'est l'année 2022. Donc là, on est en 2023, on sent une vraie accélération du business. Nous, on a identifié 4 familles. Je vais revenir ensuite sur le sujet RH, mais on a identifié 4 familles, et ce pourquoi je reviendrai sur le sujet RH. La première famille, c'est tous les annonceurs que je vais qualifier de locaux. Tous ceux qui ne faisaient pas de la télé, parce que bien évidemment, une diffusion nationale en télé, il y avait une déperdition trop importante d'une part, et puis d'autre part, un ticket d'entrée qui était beaucoup trop élevé pour la taille de ces annonceurs. Et donc là, mécaniquement, la télé segmentée est une formidable opportunité pour ce typologie d'annonceurs. La deuxième famille, elle est liée à la première, c'est toutes les enseignes à réseau. Donc, bien évidemment, un réseau d'opticiens, un réseau de concessionnaires automobiles, donc ils vont être amenés, qui n'avaient pas de vérité à communiquer. Il y avait la maison mère qui communique avec le beau spot, et donc là, ils vont utiliser ATC Monté pour, avec un repiquage avec le nom de la ville, la citation de la ville par exemple, avoir un ciblage plus fin sur leur zone de chalandise. La troisième famille, c'est les actifs télé, tous ceux qui font de la télé, grâce à la puissance, tout ce qu'on a dit sur la pertinence du média télé, et qui vont jouer la télé segmentée en complémentarité sur des ciblages plus fins. Et puis la quatrième famille, c'est tout ce qui est de la famille des inactifs télé, des pure players, etc., qui, parce que, encore une fois, la télé n'avait pas, à la fois avait des tickets d'entrée qui pouvaient être trop importants, et n'avait pas la granularité de ciblage. Et dans cette famille-là, il y a justement ces nouveaux acteurs. Donc nous, c'est tout nouveau. En effet, on est en train de réfléchir à cela. Je vais donner un exemple tout bête. Quand il y a une entreprise qui est basée sur un territoire, on peut aujourd'hui, grâce à la télé segmentée, définir une zone isochrone, c'est-à-dire définir un temps de trajet, parce que bien évidemment, toutes les entreprises ne sont pas en full remote. On peut définir un temps de trajet et aller toucher les foyers qui sont situés à 45 minutes à pied, en voiture, en transport en commun, à vélo, etc. Typiquement, cette modalité de ciblage peut être une bonne opportunité pour une marque de recruter, mais sur une zone qui est définie et qui correspond à un temps de trajet qu'un candidat pourrait accepter. Donc ça, c'est un angle. Après, on a d'autres données de ciblage, et notamment là où on est en train de travailler également, c'est sur l'onboarding de data. C'est-à-dire qu'on est en train de finaliser ça, mais demain, on peut très bien avoir une entreprise qui a onboardé tout un tas de data, et de retargeter une base CRM d'une entreprise grâce au matching de cette base CRM avec la base des opérateurs, et aller retargeter que
cette base CRM. Ça, c'est envisageable également. T'as un petit peu avancé sur mon autre question, mais du coup, c'est très bien. Deux choses que je retiens, en fait, par rapport à ce que tu viens de dire, parce qu'il y en a une que je connaissais pas en plus. Donc, tu viens de me lâcher une info. La première que je retiens, qui est quand même hyper intéressante, c'est qu'aujourd'hui, t'as pas de RH, en fait, qui fonctionne sur le sujet. Ça veut dire qu'on est vraiment encore sur un outil qui est novateur. Réellement, on est sur un nouvel outil à utiliser. Ça veut dire que là, tous les recruteurs qui nous écoutent, allez-y. Pourquoi ? Parce que on va pas faire de plan, parce qu'il faut toujours faire des études, des devis et tout, mais il faut savoir que la télé segmentée, ça commence à combien chez toi ? Ça commence à 2 000 € les campagnes ? Ouais, on a des tickets d'entrée autour de 2 000 €. Ouais. Voilà, des tickets d'entrée autour de 2 000 €. Bien sûr, ça comporte pas le spot à créer, mais ce spot à créer qui peut être utilisé par comment dire, sur d'autres médias, comme sur votre site web, comme sur les réseaux sociaux et tout, ainsi de suite. Donc vous créez ce spot, vous pouvez diffuser, faire des campagnes à partir de 2 000 €. Donc ça, déjà, c'est ce que je retiens, c'est que vous en avez pas. Donc c'est-à-dire qu'il faut absolument que les RH s'emparent de ce nouveau média qui est intéressant. Et le deuxième truc que je retiens, c'est que vous êtes vraiment en phase sur la partie grosse marketing et marketing global avec ce système de retargeting que je connaissais pas et qui peut être encore plus intéressant dans des campagnes data, dans des campagnes de recrutement. Donc du coup, ça m'amène vraiment à ce point-là que tu as commencé déjà à évoquer. C'est aujourd'hui, à ton avis, qu'est-ce que ça peut apporter réellement pour les RH, ce système de télé segmenté ? Alors, on en a parlé. Il y a le côté clairement isochrone. Hein, c'est un outil qui, enfin, moi, c'est ce qui m'avait séduit la première fois que tu m'en as parlé, il y a maintenant presque 3 ans. C'est réellement ce qui m'avait séduit parce qu'aujourd'hui, on sait que la qualité de vie au travail, c'est quelque chose de primordial. On sait que l'équilibre vie pro, vie perso est quelque chose d'ultra important pour les candidats et pour les collaborateurs. Et donc, du coup, aller chercher des candidats et des potentiels futurs collaborateurs proches de l'entreprise, c'est quelque chose d'important. Surtout qu'en plus, il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas visibles auprès des candidats, qui sont proches de chez eux. Donc là, ce sujet isochrone, il est hyper intéressant parce qu'encore une fois, c'est en plus... D'ailleurs, je fais une petite extrapolation, mais c'est le seul média qui nous permet réellement d'avoir ce segment-là. Parce que tout le monde va dire sur les réseaux sociaux, je vais cibler les gens sur Bordeaux, je vais cibler les gens sur Paris, je vais cibler... Oui, très bien. Mais ces gens-là, ils peuvent très bien mettre Bordeaux en habitant à Paris ou peuvent mettre Paris en habitant à Bordeaux. Là, le segment isochrone dont tu parles, comme il est issu des box télé, c'est le seul qui est réellement fiable en ce qui concerne la géolocalisation. Donc ça veut dire que c'est ultra intéressant et ultra important pour les entreprises qui cherchent à élargir en fait leur audience proche de chez eux. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point dont tu parles, c'est cette évolution data qui va nous permettre en fait de partir sur des données qui vont nous permettre de toucher des personnes au-delà de la data de base que vous avez chez vous. Donc pour moi, c'est hyper intéressant. Pour toi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais déjà, tu peux développer et ensuite nous dire aussi si tu as d'autres sujets qui te pensent être intéressants justement pour les RH demain. Je pense qu'en effet, c'est hyper intéressant parce que on voit bien que le format vidéo est hyper propice pour raconter de belles histoires. Hein. Un storytelling en format vidéo est peut-être plus simple qu'une bannière sur l'écosystème digital. Le vu à la télé, c'est-à-dire encore une fois, l'écran du foyer, qui fait encore une fois plus de 10 fois la taille d'un smartphone, etc. Le vu à la télé, il est percutant. Et puis, bien évidemment, alors ça nécessite, c'est un appel du pied aux agences créatives, mais on sait que les entreprises, elles ont besoin de s'appuyer sur des ambassadeurs, sur notamment leurs salariés, de faire véhiculer une bonne image, etc. C'est pas juste un recrutement pour un poste, c'est comment on arrive à véhiculer les bonnes images, l'image de bienveillance, etc., de bien-être, concilier performance, etc. Et donc, le format vidéo est hyper propice. Donc, nous, on pense qu'on est aux prémices de la télé segmentée. Je vous ai qualifié ces 4 grandes familles d'annonceurs qui sont captifs. Et encore une fois, le sujet du jour, on pense en effet que la télé peut être un super média complémentaire à leur prise de parole classique qu'ils peuvent faire sur un certain nombre de réseaux. Après, la difficulté, ça sera d'arriver à rendre scalable ce business en fonction de la maturité des entreprises, également des bassins d'audience, parce qu'encore une fois, on n'a pas toujours 150 postes en recrutement, enfin ça dépend de la taille des entreprises. Donc ça, on va avancer petit à petit. En tout cas, nous, on sait qu'on a des demandes, on commence à avoir des demandes, des interrogations là-dessus. C'est la raison pour laquelle on va
lancer dans les prochaines semaines une offre dédiée qu'on va marketer et qui fera, je l'espère, plus écho à leurs besoins. Et puis je pense qu'on est au tout début finalement d'une aventure. Il faudra bien évidemment un point important sur lequel d'ailleurs on a travaillé pour les annonceurs, je dirais, plus classiques, c'est apporter des preuves d'efficacité. Donc ça, c'est indispensable. Donc nous, on l'a apporté sur des KPI vraiment purement business, que ce soit sur les ventes en magasin, que ce soit sur le drive-to web, le drive-to store, etc. Ça, on a tout un tas de use cases qui montrent que la télé segmentée est performante. Je ne vois pas pourquoi elle ne le serait pas pour des problématiques RH. Je vais te poser, on va développer après, mais je vais te poser une question parce que sinon, t'as pas de fiche, t'as rien, donc ça se trouve, je vais te poser un piège, hein, c'est possible. Il y avait une étude qui montrait que le OOH était, donc pour ceux qui ne savent pas, le OOH c'est out of home, donc c'est la publicité à l'extérieur en fait de la maison, c'est principalement l'affichage. Les publicités en out of home, en extérieur, donc l'affichage, étaient les publicités sur lesquelles en fait les jeunes générations étaient les plus sensibles. Elles étaient plus sensibles à ça qu'à des publicités vidéo digitales, je parle pas de la télé en l'occurrence parce que c'est la question que je vais te poser, mais c'était plus sensible à ces publicités externes plutôt qu'à des publicités auxquelles ils sont soumis de manière trop forte toute la journée, notamment sur les réseaux sociaux et sur les YouTube et compagnie. Aujourd'hui, est-ce que tu es capable de nous donner 2-3 chiffres sur les plus jeunes générations? Quand je parle plus jeune génération, c'est un peu plus jeune que nous. Parce qu'on commence à être vieux. Donc, tu vois, ça va être les générations plutôt de trentenaires et moins, parce que c'est aussi les questions que se posent les RH. C'est-à-dire que, est-ce que ce média, aujourd'hui, va pouvoir drainer uniquement une population qui est une population de quarantenaires, 45 ans, 50 ans, qui sont ceux qui mangent, qui consomment de la télé linéaire, ou est-ce que ça va aussi pouvoir toucher des jeunes et de leur dire que finalement, les jeunes, on peut les toucher sur ce média-là et pas que en faisant du YouTube ou autre? Alors, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une forme de vieillissement du média télé. Ça, on va pas se le cacher, via en effet l'émergence de nouvelles plateformes, l'usage individuel de la consommation média avec le smartphone, etc. Néanmoins, le média télé reste tellement puissant qu'il arrive quand même toujours à tracter ces jeunes. Je prends un exemple, je vous donne un exemple tout bête, le Tour de France, qui peut avoir une certaine image très bien vieillissante, réunit énormément de jeunes. En effet, j'ai pas de notes, mais il me semble qu'on a réussi à toucher près de 80% des 15-24 grâce au Tour de France l'année dernière. C'est énorme, mais ça m'étonne même pas. Donc c'est un moyen de. Après, tous les groupes médias audiovisuels et a fortiori France Télé, on a cet objectif de conquête, parce qu'en effet, on peut pas se laisser aller et se dire ils sont en train de se dévier sur d'autres usages, d'autres plateformes, etc. Donc c'est la raison pour laquelle donner un exemple concret. Nous, on a créé un programme qui s'appelle Drag Race, qui est vraiment spécifiquement sur cette cible-là. Sur la partie, sur l'écosystème numérique, on a une verticale qui s'appelle Slash, qui produit et qui diffuse que des contenus dédiés à celle-ci pour justement faire connaître la marque France Télé et finalement développer les usages aussi bien sur le linéaire que le linéaire. Donc, oui, c'est une cible désormais de conquête pour le média télé. Néanmoins, on arrive toujours, bien évidemment, par les grands événements, que ce soit sportifs qu'on vient de citer. On aurait pu citer la Coupe du Monde de foot ou prochainement de rugby, etc. Qui, quand même, c'est quand même un média qui arrive quand même toujours à driver des jeunes. Après, je pense que par rapport à la mémorisation et ce que tu évoquais sur notamment l'affichage, etc., c'est ce qui fait la force du média télé. C'est-à-dire que l'encombrement publicitaire, il est beaucoup plus faible sur le média télé qu'ils ne peuvent être sur le digital où on est exposé à de multiples formats, sur smartphone, etc. Et donc ça, le ROI du média télé, il a été prouvé. On sait que 1 euro investi en télé génère 7 euros. Donc il y a un vrai retour sur investissement. Donc c'est vraiment, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle c'est le média, je dirais, traditionnel qui a le plus résisté sur le marché publicitaire par rapport aux autres médias. On connaît bien évidemment les problèmes que rencontre la presse et les revenus publicitaires de la presse, qu'ont pu connaître la radio, le cinéma bien entendu lié à la crise du Covid, etc. Le média télé, depuis une dizaine d'années, les recettes sont relativement stables en une dizaine d'années. Donc ça montre bien, si les recettes sont stables, ça montre bien que le ROI, le retour sur investissement, il est là, sinon les annonceurs ne continueraient pas de communiquer sur ce média-là. Trop cool.
Donc pour faire un résumé de tout ce qu'on s'est dit, parce qu'après je vais te poser la dernière question, on va dire, pour faire un résumé de tout ce qu'on s'est dit, ça présente aujourd'hui une très forte opportunité à plusieurs points. Premier point, les RH ils sont pas encore. Donc c'est-à-dire que les entreprises ne recrutent pas. Donc quand on sait qu'aujourd'hui les entreprises, les recruteurs recherchent constamment des nouveaux médias pour pouvoir toucher des personnes qui sont tous en train de se battre pour avoir cette fameuse audience exclusive, parce que c'est tout ce qu'on recherche, et qu'aujourd'hui tous les supports qu'ils utilisent ont des audiences qui sont quand même relativement similaires, et là, sur le média télé, on va avoir de l'audience exclusive puisque personne n'y est, ou très peu de personnes y sont. Donc ça, c'est le premier point, qui est que c'est un média ultra intéressant pour les RH. Deuxième point, il est devenu accessible pour tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, on peut faire des campagnes à bas coût, et quand on sait qu'on peut dépenser 2 000 € pour une campagne, et que c'est le minimum du minimum, que ce soit pour faire du display classique ou autre, forcément, on peut aussi se pencher sur ce média-là aujourd'hui sans ce problème de coût. Et troisième point, ce qui est hyper intéressant, c'est que cette segmentation, cette télé-segmentée nous permet justement de segmenter notre cible et notre audience, et donc du coup de ne pas taper à tout va. Et c'est aussi aujourd'hui ce qu'on recherche, d'essayer de taper au plus proche de nos intérêts, et encore plus avec ce que tu as annoncé là il y a quelques minutes, en disant qu'on peut en plus se servir du média télé pour retargeter. Donc c'est-à-dire qu'on peut le mettre en place sur une campagne de diffusion classique pour toucher des non-intentionnistes classiques comme on aurait l'habitude, ou des intentionnistes entre guillemets, et on peut aussi s'en servir pour retargeter, donc là potentiellement des vrais intentionnistes, pour pouvoir les retaper sur un format sur lequel on n'a pas l'habitude de les retaper. Donc pour toutes ces raisons, et pour le côté segmentation, isochrone et compagnie dont on a parlé, pour toutes ces raisons, j'invite vraiment les RH aujourd'hui à s'intéresser à ce média-là. Réellement, tu le sais, je le fais, et je le fais avec des personnes avec lesquelles on bosse. C'est encore un média qui a du mal à pousser sur ce niveau-là, mais franchement, j'invite tous les RH à y aller parce qu'il y a vraiment une vraie opportunité. Aujourd'hui, on recherche encore une fois des choses qui sont nouvelles, et là, on l'a. Il est à portée de main, il est fait, il est sûr. Parce que souvent aussi, ce que les gens se posent comme question, c'est « Ok, je me lance là-dedans, mais est-ce que ça a fait ses preuves et tout ?» Et là, on est sur la télé. C'est un des plus vieux médias. Alors oui, il n'a pas fait ses preuves en termes de recrutement, mais il a fait ses preuves, comme tu le dis, en termes d'audience, en termes de retour sur investissement, en termes de touchage de cible, toutes ces choses-là. Donc, il faut y aller. Si ça marche sur les publicités, je dirais, classiques, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas à des fins RH. Après, je parlais des KPI. On va assez loin. C'est-à-dire que pour reprendre des termes digitaux, on est sur le média télé, mais on est dans un écosystème digital. C'est-à-dire que c'est ad servé. Nous, on a notre ad server. Donc, c'est un ad serving digital. Ce qui veut dire que dans les bilans de diffusion, on peut être amené, enfin on communique, c'est pas qu'on est amené, on communique dans les bilans de diffusion, à la fois le volume d'impression. On a ce qu'on appelle les taux de complétion, c'est-à-dire quelle est la durée réelle de la publicité qui a été visible à l'écran. Et en l'occurrence, il est en moyenne aux alentours de 98%, ce qui est très largement au-dessus des standards digitaux. Je ne parle pas d'un acteur comme Facebook ou autre. Donc, votre publicité, vous êtes sûr elle va réellement être vue. On a la notion de capping, c'est-à-dire de répétition. On va adresser un nombre de foyers. On va savoir que le foyer, en moyenne, aura été exposé 3-4 fois. C'est important également d'avoir une notion de coût utile, parce qu'on sait très bien qu'un seul contact ne sera pas suffisant pour être bien mémorisé. Donc le fait d'être exposé 3-4 fois, il ne faut pas non plus 150 fois. Donc il y a un juste équilibre. Et donc ça, on communique ces données-là. Donc c'est aussi retrouver, je dirais, les KPI digitaux pour des marques qui ont l'habitude d'appréhender ce levier-là dans un média, je dirais, plus traditionnel. Donc, en effet, je rejoins ton analyse. Je dirais, il n'y a plus qu'à maintenant. Il n'y a plus qu'à. Dernière question, parce que c'est un truc qui est un petit peu c'est un petit peu une extrapolation. Tout le monde parle du métaverse, du digital, de ci, de ça. Toi, tu es dans la télé, qui est plutôt, comme on l'a dit, un vieux média, mais qui essaye de se rénover. Pour toi, le future of work, ça serait quoi ? Ça se dirige vers quoi ? Tu prends l'angle d'approche que tu veux, canal, ce que tu veux. À quoi ça ressemble pour toi demain, le future of work ? La question, elle est extrêmement large. Déjà, je trouve, moi, ce qui me fait sourire, donc pour graviter dans le milieu du digital, donc de différents groupes médias, je dirais peut-être plus traditionnels, mais on est quand même dans le milieu du digital. Donc moi, j'ai vu l'émergence de toutes les plateformes, etc. Ce qui m'a fait sourire, notamment, c'est qu'il y a encore, on va dire, avant Covid, 5-6 ans, il fallait une entreprise dans laquelle on avait certes le baby-foot, mais il fallait vivre dans l'entreprise. C'est-à-dire, on apportait toutes les meilleures conditions. Je pense par exemple comme les acteurs américains qui proposaient dans leur campus la cantine, tout. On faisait en sorte d'avoir ces employés qui soient bien évidemment le plus épanouis possible sur le papier, en leur proposant tout un tas d'avantages divers et variés.
Et ce qui est drôle, c'est que le Covid est passé par là et maintenant, ces mêmes entreprises, elles ont plutôt tendance à être en full remote. Voilà. Moi, je pense que sur cet angle-là, l'avenir se situe entre les deux. Moi, par exemple, je prends mon cas particulier, comme tu rappelais notre très jeune âge. Moi, bizarrement, avant le Covid, je faisais peu de télétravail et ça m'a permis finalement d'appréhender ça. Et aujourd'hui, moi, je trouve un juste équilibre entre une présence, un mix entre une présence quand même sur le terrain pour partager toutes ces rencontres informelles, voir les équipes visuellement, physiquement, et puis ce télétravail qui est également vertueux aussi. Donc, sous cet angle-là, je pense qu'il y a un juste milieu à trouver. Après, sur le future of work, voilà, quel sera l'impact de l'intelligence artificielle dans nos outils divers et variés. Voilà, il y a beaucoup de polémiques actuellement, etc. Mais il y a plein d'enjeux. Et donc, honnêtement, prédire l'avenir là-dessus, en tout cas, ce qui paraît fort probable, c'est qu'au même titre que, je dirais, Internet a, je pense, révolutionné les pratiques et l'usage du travail. C'est pas notre cas, mais les générations antérieures, elles ont commencé à travailler, elles avaient peut-être un téléphone, mais elles envoyaient encore des fax, etc. Aujourd'hui, ça a été notre cas quand même. Quand j'ai commencé, fax, on a dû être sur les fax. Moi, j'ai commencé à bosser, j'avais 15 ans, on était au fax. Donc, voilà, donc aujourd'hui, si on n'avait plus accès aux mails, on serait perdu. Et donc forcément, je pense que la révolution qu'on a connue avec Internet, la révolution à venir avec l'intelligence artificielle, etc. Après, moi, mon vœu, c'est qu'on conserve des relations, je dirais, réelles, humaines, qu'on arrive à jouer sur ces deux terrains de jeu. Je pense par exemple l'essor des visios, c'est un gain évident de temps. C'est-à-dire, je vois, pour mes fonctions commerciales ou mes équipes commerciales, ça permet de démultiplier la présence terrain, ça de manière évidente. Après, est-ce qu'on est aussi efficace sur un rendez-vous par Teams en visio? Est-ce qu'on arrive à capter l'attention de son interlocuteur sur la même durée? Est-ce qu'on arrive à faire passer les messages? J'ai quelques doutes. Est-ce que c'est pas opportun de mixer ça? J'en suis convaincu. Donc voilà, je pense qu'il y a toujours un juste milieu à trouver. Bien évidemment, ne pas être fermé à toutes les évolutions, mais qu'on conserve une relation humaine, et a fortiori quand on travaille dans nos métiers qui sont déjà très digital, très parfois conceptuels, etc. Donc conserver de l'humain, je pense que c'est important. L'humain, c'est bien. Ça nous parle. C'est bien. Toujours. Merci beaucoup. Merci le barbu qui parle RH. Merci pour ton intervention, c'était hyper cool. Ça m'a fait vachement plaisir. En plus, on a évoqué plein de choses et j'espère que ça va servir à certains RH pour se dire ok, feu, on y va, on est parti, on se lance dans l'aventure. En tous les cas, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir nous voir, on est là. Vous pouvez retrouver Vincent, moi je donnerai toutes ses coordonnées, tu fais plus de passes que tu n'en faisais sur le terrain il y a quelques années. Ouais, c'est pas faux, mais toi aussi c'est un peu pareil. Du coup, je vous donnerai toutes ses coordonnées, comme ça vous pourrez le contacter. Vous pouvez nous contacter aussi si vous avez des questions sur la mise en place de campagnes de recrutement sur de la télé segmentée. Donc n'hésitez pas, franchement, n'hésitez pas, lancez-vous. C'est le moment d'y aller. Clairement, il n'y a encore pas beaucoup de monde, donc soyez novateurs, soyez pionniers sur le sujet, surtout qu'en plus, c'est un risque qui est relativement maîtrisé, comme on l'a dit. C'est un média qui est connu, on sait sa performance, donc vous pouvez y aller sans aucun problème. Merci beaucoup à toi, c'était hyper cool. Je tiens aussi à remercier pour cet épisode les gens des Années Folles, l'agence d'influence LinkedIn, d'influence RH sur LinkedIn en fait, qui nous a prêté les locaux aujourd'hui pour pouvoir faire ce podcast. Donc on est en réel, même si on est en face à face, on est en réel, c'est hyper cool. Donc merci beaucoup pour cet épisode, c'était super sympa, c'était super intéressant. Et moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Barbu qui parle RH. À bientôt et portez-vous bien. Merci, à bientôt.